Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à votre magazine Kiosque Éco en République démocratique du Congo. Nous parlons économie et la semaine a été riche en actualité. 4 sujets sur cette table. Nous parlerons avant tout de ces sanctions des États-Unis d'Amérique contre la coopérative des artisanaux miniers du Congo. Ah ben oui, une sanction qui a fait couler assez d'encre et des salives. Nous avons également autre chose comme actualité. Le gouvernement souminois que dire de lignes tracées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réarmé ses troupes. Nous allons également commenter l'actualité qui n'est rien d'autre que ce contrôle des prix intérieurs annoncé par Daniel Moukoko Samba. Jusqu'où pense-t-il aller? Enfin, on va se quitter avec cette information. Projection Mouzito qui envisage doubler le budget de l'État. Quel sera le coup de baguette magique? Mesdames et messieurs, je ne suis pas seul pour cette émission. Et ce numéro 3, grande plume de l'économie en République démocratique du Congo, Gardi Diana, bienvenue. Merci Guichungu. Amédée Moirabou, bienvenue. Merci. Eric Izami, bienvenue. Merci. Un plaisir de vous revoir. Vous êtes quand même absenté un moment. Oui. Ce retour nous fait du bien. Exactement. Alors, on va démarrer avec ces sanctions, Gardi Diana, des États-Unis d'Amérique contre cette coopérative, des sanctions qui ont été aussitôt rejetées. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé les États-Unis à aboutir à ces sanctions contre cette coopérative des artisanaux miniers? Merci du Congo, bien sûr. Je crois que ce n'est pas une première réaction des États-Unis au sujet de cette mine, particulièrement de Rubaya. Je me souviens encore, il y a 2 années, pendant, je crois que SMB, si j'ai bonne mémoire, la société que gérait Mwangajoujou, il y a eu une réaction qui va dans le sens de la loi Dodd-Frank des États-Unis depuis l'administration Obama, qui veillait justement sur la chaîne d'approvisionnement, sur toutes les questions minières. Mais dans le contexte ici, il s'agit d'une société qui, il faut le dire vrai, est victime justement de cette politique américaine, parce que la société aujourd'hui, dans le contexte sécuritaire, est dans la posture des victimes au regard de pertes enregistrées avec les pillages qui s'exercent par le mouvement rebelle. Et si vous suivez l'actualité, vous verrez que cette mine-là peine à pouvoir fonctionner comme il se doit, parce qu'il y a régulièrement des incursions de rebelles. Et aujourd'hui, au lieu de faire la part des responsabilités que les Américains, le Trésor américain décide de sanctionner une société qui, allez, j'ai envie de dire, qui depuis toujours s'est donné la ligne droite de ne jamais sortir du cadre réglementaire, notamment en termes de sa chaîne d'approvisionnement, mais également en termes d'exploitation qui respecte les normes exactes, et sans pour autant citer les vrais auteurs qui font de cette société victime. Pour moi, c'est, j'ai envie de dire, une politique de 2 poids 2 mesures. Parce que, permettez-moi de faire un raccordement, l'ensemble de ces sanctions du Trésor américain s'élit justement dans un contexte difficile au niveau de la sous-région. Je vous parle de l'attitude du Kenya aujourd'hui, qui montre clairement la position de l'EAC sur la réalité de la RDC. La RDC, par le CAMI, décide cette fois-ci de s'approprier de certaines mines qu'on estimait être laissées entre les mains des privés qui fonctionnaient dans toute illégalité. Malheureusement, c'est à la suite de ces sanctions-là, c'est à la suite de l'expropriation de la RDC de ces ressources minières, on parle de près de 20% du territoire national, que ces genres d'annonces arrivent. Ça ne prouve à suffisance qu'il s'agit d'initiatives instrumentalisées dans l'idée de fragiliser encore un peu la RDC par ces sociétés minières qui, jusqu'à aujourd'hui, ont fait preuve de beaucoup de cadres réglementaires. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, Amédée Moirabou, que cette annonce est tombée de manière fortuite? Il n'y a aucune culpabilité derrière toutes ces accusations, à votre avis? Il est vrai que la zone du Nord Kivu est un peu troublée par cette présence massive des groupes armés, et notamment du fait que la zone est occupée, c'est connu de tout le monde, par la coalition FCM 23, et c'est elle qui rejointe toute cette zone-là. Alors, vous comprenez bien que dans une zone où c'est la loi du plus fort, c'est la loi de celui qui détient une arme qui fait force de l'égalité. Alors, une entreprise, une société, une coopérative comme la CDMC, évoluer dans un tel environnement, c'est très difficile. Il faut noter que la CDMC, c'est une des rares sociétés qui a opté à respecter les normes de l'OCDE, s'il vous plaît. Parce qu'il sait bien que dans la zone-là, il y a tellement de pesanteurs, notamment le fait que de cette présence des groupes armés. Alors, eux, ils ont au moins précisément opté, à Rubaya. On est à Rubaya, justement, oui. Puisque, en fait, la CDMC, il a des droits miniers, aussi bien dans la zone de Rubaya et au-delà de la zone de Rubaya, dans le Massissi et autres.
Et ils ont opté pour les normes OCDE qui respectent la diligence de la chaîne d'approvisionnement. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que cette coopérative a même suspendu l'achat des minerais 3T parce qu'il a trouvé que le risque était beaucoup plus grand de tomber sur des minerais on a quand même entendu la coopérative rappeler son statut de victime, mais est-ce que la question qui arrive, depuis que le M23 occupe cet espace, les activités de cette coopérative ont déjà été dérangées? Bien sûr, bien sûr. Plusieurs fois, cette coopérative a été dérangée. Et donc il n'y a aucune mèche si c'est le cas. C'est pourquoi d'ailleurs elle a eu à suspendre les opérations d'achat. Parce que, voilà, et en mars 2023 et en décembre, voilà, ils ont suspendu les opérations d'achat pour ne pas tomber dans les circuits qui alimentent justement les commerces de minerais illégaux. Et donc aujourd'hui, j'ai lu les communiqués de la CDM qui se dédouane des allégations faites par les trésors américains. Justement, quel a été leur argumentaire? J'aimerais qu'on en parle aussi. L'alliant à la contrebande des minerais dans la région. Il dit qu'ils ne sont pas liés du tout, dans la mesure où... Et ils sont plutôt victimes, au fait. Et le vœu de tout le monde, hein, je crois, bien que quand on regarde les deals américains qui viennent et ces processus de paix, que ce soit à Doha, nous osons croire que, en tout cas, il est plus qu'urgent que la légalité revienne dans cette zone-là pour permettre à des coopératives comme la CDMC de pouvoir fonctionner normalement en respectant les normes, que ce soit les normes du pays. Alors, ça, c'est très important. Très bien. Eric Izami, moi, j'aimerais qu'on parle de conséquences directes et immédiates de ces sanctions qui pèsent sur cette entreprise. Justement. Quelles seront les conséquences directes de ces sanctions sur l'entreprise? Alors, je pense que la conséquence... des sanctions américaines, justement. La conséquence majeure, c'est le fait qu'on va faire manquer à cette jeunesse l'occasion de pouvoir aller creuser, avoir un petit quelque chose pour vivre plus tard. Alors, lorsqu'ils sont comme ça dépourvus de leur seul moyen de survie, alors facilement ces jeunes-là vont basculer encore dans la dérive pour aller vers la guerre, tuer et tout ça. Parce qu'en réalité, les États-Unis, nous les percevons comme étant une grande puissance capable de pouvoir faire taire les armes. Et ils savent bien que dans la région, ce sont les bandits qui opèrent, qui tuent, qui font n'importe quoi. Pourquoi ne pas taire toutes ces armes-là et permettre aux gens de pouvoir respecter, comme la CNMC, les lois et textes réglementaires qui régissent la République démocratique du Congo? Comme ça, on pourrait être dans son assiette pour travailler. Parce que là, justement, les jeunes sont dépourvus de leur boulot. Ça ne va pas. Que gagnent les États-Unis d'Amérique en organisant... Oui, ces sanctions, ça frappe directement. En fait, ça gèle les avoirs de la société. Et la CDMC ne peut pas coopérer avec les citoyens américains. Et aussi, il y a aussi sa crédibilité qui est mise en jeu avec ces sanctions. Donc vous voyez que pour une société normalement constituée et qui détient des droits miniers légaux, donc être frappé de la sorte, c'est quand même très fort. Ils ont reçu une suire. Ils se sentent suyés, alors qu'en réalité, ils sont victimes. Et ils se disent, mais tiens, c'est nous autres qui devrions être protégés par ceux qui passent pour être grands. Ici, les grands, c'est les États-Unis. Alors, ils devraient quand même se servir des réalités réelles de terrain. Parce qu'ils apprennent sur papier des rapports à gauche. Parce qu'en réalité, la CDMC devrait être protégée plutôt que d'être frappée. La question qui revient, Gardidiana, c'est celle que je commençais à vous poser. Que gagnent les États-Unis d'Amérique en organisant tout ceci? Je vous ai évoqué ici la loi. Rien pour rien. La loi Dodd-Frank. À qui profite le crime. Suite prise par l'administration Obama, c'était justement dans l'idée, dans cet élan de pouvoir retravailler les circuits économiques américains, c'était dans l'idée de mettre en tout cas fin à des exploitations illicites sur l'ensemble du territoire national, notamment dans le partenariat, dans le secteur stratégique. Mais je pense qu'à un moment donné, on commence à tomber dans les abus ou encore dans l'influence politique. Je rappelle, je préfère prendre ces sanctions dans le même registre que la déclaration des démocrates au niveau du Congrès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est question de pôle. Les démocrates sont trop proches
faut pas avoir le honte de le dire, du Rwanda. C'est généralement les gens qui ont toujours soutenu le Rwanda. Et j'estime qu'aujourd'hui... Ils sont quand même désolidarisés à un moment. On a vu toutes les déclarations. Il y en Pas a eu tout également à les fait. démocrates. Ça, c'est ce que vous croyez aujourd'hui. Et la bataille, c'est que la plupart des experts disent que si Kinshasa va aller dans ce bilatéralisme avec les États-Unis, il faut faire un effort de conclure cet accord pendant que Trump n'est pas encore au pouvoir. Il faut le faire vite. Et je crois que cette disparité dans la politique américaine se fait souvent ressentir dans sa politique extérieure. Et je crois que quand vous posez la question que gagnent les États-Unis aujourd'hui, c'est vrai, ça part d'une intention de pouvoir voir très clair sur les chaînes d'approvisionnement et couper les exploitations illicites. Mais dans le fond, il y a l'instrumentalisation politique en interne. Parce que frapper en fait, j'aime bien la genèse. L'espace a été autrefois exploité de manière qu'on connaît par, j'ai parlé de la CMB, la société minière, j'oublie souvent, c'est un nom compliqué, qui a été dirigée par Mwanga Chouchou aujourd'hui, qui après investigation s'est rendu compte que finalement, cette mine-là servait des intérêts ailleurs. Et qu'aujourd'hui, il est peut-être possible que dans le coup de pression, qu'on veut justement déstabiliser l'approche pour pouvoir reconsidérer, rabattre le carte en interne. Et donc pour moi aujourd'hui, c'est vraiment pas la question de se poser qui gagnerait les États-Unis, mais la question c'est, est-ce que les États-Unis sont à même aujourd'hui de nommer de manière directe les vrais responsables? Une société constituée normalement, une société qui à 3 reprises a décidé de suspendre ses activités pour voir clair et pour éviter la contamination dans les circuits illicites, n'est pas une société sur quoi on devrait taper de la main. Et le bonheur, c'est que la société ne se cache pas, il dit, nous on est prêts, dans chaque démarche judiciaire nécessaire, on est prêt à défendre nos droits. Quelqu'un qui a à cacher n'ira pas dans ce sens-là. Et je crois que pour moi, une fois de plus, on ne sait pas regarder les vrais responsables dans ces contextes-là. Et ça, pour moi, c'est ce qui m'écoeure un peu. Qu'en interne, les États-Unis, je ne veux pas mettre les États-Unis en général, mais je considère qu'ici, la politique des démocrates sur la réalité de la RDC commence à devenir très dangereuse et il faut qu'il y ait une réaction appropriée. Et donc, on a frappé sur la mauvaise porte. On a frappé sur la mauvaise porte dans l'idée de fragiliser, de créer un peu la zizanie en interne pendant ce temps, quand la coopérative ne sait pas fonctionner convenablement, eh ben, on facilite la prédation. Les gens n'en parlent peut-être pas assez, mais c'est 800 millions par mois d'exploitation, surtout des matières, notamment l'État et les autres. Et en gros, aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'ici, c'est l'idée de pouvoir faire taire les voix officielles pour permettre dans cette cacophonie-là à ceux qui exploitent de manière illicite de pouvoir continuer à exploiter pendant que la société ne sait pas effectuer un contrôle. Alors, est-ce que la RDC peut avoir un rôle à jouer dans cette impasse qui règne, ce ping-pong de l'accusation, selon vous? Tout à fait, la RDC a un rôle à jouer. Au fait, ici, je crois la CDMC l'a dit dans son communiqué. C'est-à-dire que son souhait le plus ardent, c'est qu'il y ait une sorte de coopération entre l'État congolais, entre les partenaires internationaux comme les États-Unis et les acteurs économiques, de manière à restaurer la légalité dans cette zone pour permettre à toutes ces entreprises qui sont légalement, qui fonctionnent légalement, de pouvoir opérer, justement. Donc, l'État congolais, je sais que nous sommes en pourparlers avec les États-Unis et avec le Rwanda dans le cadre du processus de paix. Je crois que, en tout cas, je formule le vœu de voir que tous ces pourparlers puissent se terminer le plus tôt possible pour restaurer la légalité dans cette zone-là. Il n'y a que ça qui permettra à des coopératives comme la CDMC de pouvoir fonctionner normalement, surtout qu'ils sont en règle et avec les droits miniers et surtout, j'insiste, ils opèrent selon les normes de l'OCDE par rapport à la résilience sur le chaîne d'approvisionnement. Donc l'État congolais a un grand rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'État congolais reprenne la souveraineté sur l'ensemble du pays pour permettre à cet opérateur économique de bien fonctionner, notamment. C'est pourquoi j'encourage, en tout cas tel que la CDMC l'a dit, qu'ils vont porter, ils vont se défendre, ils vont utiliser tous les moyens diplomatiques et judiciaires pour se défendre devant les instances judiciaires appropriées. Voilà, c'est ça qu'il faut encourager, puisque nul ne peut accepter l'injustice. Très bien. Alors, notre deuxième sujet, nous allons l'aborder avec vous, prioritairement. Éric Izami, nous avons tous suivi l'annonce et même la sortie du gouvernement Souminois II, un gouvernement tant attendu. Alors, moi, j'aimerais avoir votre point de vue. Comment avez-vous apprécié la structure de ce gouvernement, la charpente? Il faut quand même dire que c'était le chef de l'État qui lui-même est intervenu par rapport à ces sujets. Ça n'empêche pas une appréciation personnelle. J'ai comme l'impression qu'il y a eu juste une légère permutation, un léger remaniement. Parce que
quand lui-même, le chef de l'État, dit que la prochaine équipe sera beaucoup plus resserrée, on aura une quarantaine de membres, mais là, on a quitté de 56 à 53, pas grand-chose n'a vraiment bougé. L'annonce a été forte, alors que le résultat, pour moi, a donné quelque chose d'autre. Mais l'appréciation, nous, Congolais, en réalité, nous savons que nous voulons les 3 P. Nous voulons avoir la paix. Parce que sans la paix, notre CDMC ne sait pas fonctionner. Sans la paix, on ne sait pas créer notre pain. Deuxième paix, la création de notre pain. Le jour où nous mangerons notre faim, à satiété, nous pourrons demander à nos enfants de tout faire. Ils vont nous obéir. Et le troisième paix, c'est le progrès. Si on a la paix, avec la paix, on crée notre pain. Avec le pain, on pensera au progrès. Nous avons vu le chef de l'État recevoir l'équipe, Souminois et tous ses collaborateurs, le membre du gouvernement. Le chef de l'État a donné une ligne de conduite. Gardi Dana, vous avez suivi. Comment vous commentez cette ligne de conduite? Moi, je comprends le chef de l'État. Ce pouvoir-là, malheureusement, ce sont des considérations d'ordre politique. Il voulait un gouvernement de large ouverture. Malheureusement, dans les accointances politiques, le dialogue mené par Eberhard n'a pas apporté les résultats escomptés. La plupart des partenaires ont posé de préalable notamment un dialogue avant de pouvoir intégrer ces gouvernements. Il était obligé de... Ce qui était une contrainte. Ce qui était une contrainte, il devrait refaire un truc rapidement en attendant justement de satisfaire aux desiderata. C'est un gouvernement provisoire. Donc, le terme peut passer ainsi, mais il est péjoratif dans le sens où il n'y a pas de provisoire dans les questions de gouvernance. C'est un gouvernement qui a été presque juste réajusté parce que l'objectif voulu n'a pas été atteint. Mais maintenant, il était logique de le rappeler. Vous allez face à une hostilité populaire. Les Congolais ne sont pas en phase avec vous. Les Congolais ne sont pas d'accord avec cette composition. Maintenant, la seule façon d'étaire la clameur publique, c'est apporter les résultats. Et donc, le Congolais avait ce souci du changement. Maintenant, le rappel à l'ordre du chef de l'État, moi je pense que c'est juste un coup de gueule. Maintenant, à eux de pouvoir saisir la balle au bon. C'est à eux de pouvoir répondre aux desiderata, c'est à eux de pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, le Congolais-là n'est plus prêt à accepter des considérations politiques sur des questions de gouvernance, car l'heure est grave. Il y a autant de défis à relever que chacun se bouge un peu. Très bien. Alors, Amédée Mourabou, nous avons connu dans ce pays un gouvernement de warriors. Aujourd'hui, c'est un autre concept qui arrive, un gouvernement action-résultat. C'est le mot qui a été utilisé par le président de la République, en soulignant notamment sur quelques points essentiels. Il a parlé de la bonne gouvernance, la stabilité du cadre macroéconomique et aussi des réformes. Comment faire pour intégrer tout ceci et qui doit être la clé de la solution? La clé de la solution passe par une véritable rupture. Une rupture de la gouvernance. Qu'est-ce qui doit être fait et qu'est-ce qui n'est pas fait? Si aujourd'hui, le gouvernement Soumina 2 veut changer, redresser là-bas, il faudrait, comme je l'ai dit, d'abord une bonne gouvernance des finances publiques, faire en sorte que ces finances publiques-là puissent effectivement aider au pays à avancer. C'est-à-dire qu'on puisse construire les routes, construire les barrages, et voilà, créer les emplois pour les Congolais. Nous tous ici, sur ce plateau, nous avons unanimement applaudi le fait qu'on a consacré dans le budget 2025 7 milliards 100 millions de dollars pour les dépenses d'investissement. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on commente un tout petit peu aussi le point sur la stabilité macroéconomique. Vous êtes resté sur la gouvernance un moment et j'ai senti que vous y êtes resté longtemps, Gardi Dana. Le chef de l'État également a abordé un point important, la stabilité macroéconomique. Quel est votre commentaire? Comment atteindre cette stabilité et que doit faire Souminois 2? Quand le chef de l'État le dit, on se mettra aussi d'accord en termes d'indicateurs. Le cadrage macroéconomique aujourd'hui est plus ou moins stable. Ça, c'est une vérité de fait. Amédée a parlé de la question de la gouvernance des finances publiques. Moi, il a raison sur certaines orientations. Moi, je préfère prendre un autre volet. Quand il parle de la rupture, moi, je le vois différemment. Parce que si on va dans l'aspect dépenses, je crois qu'on se mettrait d'accord ici, il y a eu une nécessité d'aller vers un collectif budgétaire parce qu'on s'était rendu compte qu'on était en face d'une réalité bien différente, notamment le contexte sécuritaire, et qu'il était difficile de pouvoir suivre la programmation telle que définie dans la loi initiale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, que la vraie rupture, c'est dans la recherche, dans la mobilisation. Pour moi, c'est le point le plus essentiel. On a en face de nous des défis qui nous exigent suffisamment. Si on veut tenir la ligne, si on veut aller juste vers ce secteur-là, il faut maximiser. Et on se mettrait d'accord avec lui qu'il y a possibilité de mobiliser, de faire mieux, de faire plus à ces niveaux-là. Je pense qu'à un moment donné que le contentement, cette forme de contentement sur les marges telles que définies maintenant, nous limite un tout petit peu.
Il y a suffisamment de réformes à mener aujourd'hui, il y a suffisamment de ressources innovantes où on peut aller chercher. Moi, je m'interroge aussi beaucoup sur certaines approches, les bonnes obligations, les obligations de trésor public engagées par le ministre des Finances et la réorientation. On ne reviendra pas sur la qualité de la dépense qui est un sérieux problème, il faut le dire vrai. Mais je pense en de ce côté-là, on a constaté, ça fait l'objet de plusieurs émissions, qu'il y a quand même des choses qui se redressent, avec notamment le respect de la chaîne des dépenses et puis la réduction des dépenses en urgence. Vous comprenez pourquoi j'ai refusé de rester de prendre l'aspect dépenses. Au niveau dépenses, il y a de contraintes, il y en a suffisamment, notamment sur le contexte sécuritaire qui empêche que la programmation telle qu'est définie à la base, les 48% du budget réservé à l'investissement aujourd'hui, c'est plus facile pour le ministre des Finances de justifier la non-atteinte des assignations au niveau de ce qui est dirigé vers l'investissement. Il vous dira, on était dans un contexte de guerre et ça c'est justifié, regarde, des défis. Mais je pense que là où on peut trouver d'autres solutions, c'est au niveau de la mobilisation. J'ai aussi conscience que le contexte sécuritaire, c'est un peu l'effet de poule et l'œuf. Le contexte sécuritaire amenuise aussi un peu notre capacité de mobilisation, ça c'est une vérité, mais je reste convaincu que la RDC aujourd'hui, on a suffisamment de ressources, on a suffisamment des niches où on peut trouver de ressources pour pouvoir permettre à ce qu'on tienne la ligne, mais qu'on aille au-delà de cette capacité définie à minima dans notre mobilisation. Et pour moi, c'est le plus grand travail. Quand le chef de l'État le dit, c'est le souci de dire, écoutez, on a bien fait les choses, on a moyennement bien fait les choses aujourd'hui, on peut faire mieux ou on peut faire plus. C'est ça, c'est sous cet angle-là que moi je prends cet appel. Parce que quand il parle du cadrage macroéconomique, les chiffres vont nous le dire aujourd'hui, ce cadrage-là est plus ou moins stable depuis un certain moment, mais ce n'est pas suffisant au regard des défis de la République. Et je crois que c'est à ces niveaux-là qu'il veut rappeler tout un chacun. L'atteste également. Les différents rapports de la Banque mondiale l'attestent, au-delà du fait qu'aujourd'hui les dépenses en urgence, on a crevé l'abcès avec le dernier, je crois, le tout dernier trimestre avant la mise en place de ce gouvernement. Et le ministre des Finances l'a justifié par des dépenses exceptionnelles. Moi, j'ai un point de vue en interne, je ne rentre pas dans ces considérations-là, sur ce qu'on appelle dépenses exceptionnelles, sur le vrai contenu des dépenses exceptionnelles, mais je pense qu'il y a eu également l'alerte de la Banque mondiale qui nous rappelle à l'ordre à ces niveaux-là. Marabo a évoqué la nécessité d'aller vers la bonne gouvernance des finances publiques. Ouais. Et mon ami Diana, lui, est intervenu par rapport à la nécessité de pouvoir voir comment mobiliser davantage. Oui. Mais moi, je vais parler plutôt de la manière d'affecter le peu que nous avons dans la marmite. Je vous prends ici un cas qui nous concerne nous tous, les secteurs du transport. Vous savez, il y a des ministères qui ne touchent pas tout le Congolais. Par exemple, je prends le cas du ministère de Mines. Ce n'est pas tout Congolais qui touche au coltan, au tantal, ou au diamant, ou au cobalt. Mais quand vous êtes dans un ministère comme le ministère de Transport, votre communication et les désenclavements, vous touchez à la vie de chacun de Congolais parce qu'il nous arrive de nous déplacer. Comment peut-on, par exemple, faire 7 ans comme ça? On ne voit toujours pas venir, par exemple, des bus d'un côté, des bateaux de l'autre, des avions, etc. On affecte l'argent comment? C'est vrai, il faut la bonne gouvernance, il faut exiger qu'il y ait une rupture dans la manière de faire. C'est vrai, nous devons multiplier des idées d'ailleurs. Il y a un justificatif qui a été donné par Gardi Diana. Sans problème. Nous sommes dans une période de crise avec notamment l'insécurité dans l'Est. Félicitations à ce qui est fait. Le ministre Doudou Fombali Koundé a mis en place, par exemple, la facture normalisée, qui a pour objectif, entre autres, de pouvoir renforcer la transparence, mais aussi de tout faire pour la mobilisation des recettes et recréer cette confiance entre les différents. Je voudrais qu'on ouvre d'ailleurs une parenthèse sur cette... comment ce que nous avons. Très bien. C'est aussi ça. Parce que d'un côté, c'est vrai, vous évoquez les FMI, la Banque mondiale et tout ça, mais notre propre population a aussi un regard, a aussi un ressenti. Le gouvernant risquerait toujours d'être mal coté aussi longtemps qu'il n'arrive pas... Le vrai problème de la population ne sont pas touchés. Oui, parce qu'on ne peut pas avoir un fleuve comme le nôtre et même pas avoir un seul bateau qui y flotte. Il est quand même arrivé ce bateau, aux dernières nouvelles. Franchement, mais on a fait combien de temps? Je voulais lui dire, vous vous rappelez. Mais autant d'émissions pour demander... Je ne pense pas que c'est ça le problème. Mais les bateaux comme les bus, il y a un problème qui se pose quand il faut parler de réforme, et je souligne d'ailleurs, dans ce pays, les réformes commencent, mais très souvent n'aboutissent pas. Et le chef de l'État martèle quand même dessus pour dire qu'il faut réformer les choses. Quelles réformes pour stabiliser d'abord l'économie du pays et qui pour ces réformes? Toutes les réformes activées sont bonnes, mais seulement chez nous, bien penser, bien dire ne seront jamais rien sans bien faire. Chez nous, il n'y a presque pas de suivi. Combien de fois avons-nous parlé, par exemple, de tout ce qui doit arriver dans ces domaines-là de transport de communication pour y rester?
Plusieurs réformes ont été activées à gauche et à droite, mais il n'y a pas de suivi. quand même. Ah ben oui, il n'y a pas de suivi. Longtemps. Nous devons être sérieux. Et moi, je pense que nous devons non seulement avoir la bonne volonté, comme le fait montre le chef de l'État dans toutes ses adresses avec les différents dirigeants au niveau du gouvernement, mais encore faut-il que la bonne volonté du chef de l'État soit épousée par les autres acteurs qui, eux aussi, ont un mot à dire dans X. Je vais paraphraser un Congolais, Gardidiana, qui a dit au Congo, on réforme deux fois juste pour le plaisir de réformer. Alors je rentre dans l'une des réformes citées ici, je crois par vous, vous deux, la facture normalisée. Oui. Était-il nécessaire cette réforme et quel sera son impact direct? Que gagne le Congolais pour rentrer dans ce que dit Éric Izami? Merci. Les gens font des réformes pour paraître savants ou pour impressionner le pouvoir public sans pour autant aller jusqu'au bout. La réforme sur la facture normalisée devrait suivre juste après l'instauration de la TVA en 2012. Parce qu'il était essentiel de pouvoir y aller dans la mesure où on savait contrôler le flux. Je donne un exemple de la faiblesse dans la collecte de cet impôt ou cette taxe dans l'incidence sur le marché. Vous savez qu'il y a plus de 2 fois ici, pour alléger la structure de prix, on a décidé de suspendre la TVA. Il n'y a jamais eu d'incidence, il n'y a jamais eu d'impact direct sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de levier de contrôle et de vérification. Et donc la facture normalisée aujourd'hui permet, j'ai envie de dire, cette forme de numérisation qu'on amène, dont la collecte de cette taxe-là et bien d'autres qui viendront par la suite, ça permet à l'État congolais d'avoir, c'est-à-dire de gagner en efficience en termes de collecte et de pouvoir centraliser une base et savoir suivre de près, mais aussi par ce système de numérisation engager un contrôle citoyen qui fera que chaque Congolais, de par ce droit, peut revendiquer, peut vérifier si l'opérateur en face est quelqu'un qui respecte la norme et la loi de la République, si généralement il sait reverser la TVA comme il se doit, tel que exigé par la loi. Cette réforme était inévitable pour pouvoir réussir la réforme de la TVA parce que, en quittant de l'ICA à la TVA, l'idée c'était de pouvoir élargir la capacité pour pouvoir mobiliser plus. Mais on s'est rendu finalement compte qu'avec l'évolution, la TVA n'a pas su mobiliser bien plus. C'est-à-dire que les périodes de grâce de la TVA avoisinaient les meilleures performances des collectes avec l'ICA. Alors que l'idée, c'est bien plus. Quand on est dans une fourchette de 900 millions, alors qu'on peut aller sur une fourchette de 4 milliards, ça voudrait dire qu'en interne, il y avait un problème. Et donc, je crois que pour moi, cette réforme-là était indispensable et essentielle. On est encore à la phase pilote, il faut dire aux gens la vérité. Jusque-là, les opérateurs économiques, certains sont un peu réticents parce qu'ils savent que généralement, cela mettrait fin à certaines démarches illicites qu'ils avaient l'habitude d'utiliser comme la double facturation et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, il y a le besoin de recentrer le marché, de remettre de l'ordre à ces niveaux-là. Chacun sera obligé de se conformer parce que la phase d'essai présente des moyens ou des résultats concluants et que finalement, il faudra aller sur le caractère imposable. La généralisation doit arriver. Le 1er août, on a lancé la généralisation. On a lancé la généralisation, mais comme j'ai dit, on sort de la phase pilote. Là, on est dans la phase d'implémentation de cette réforme, en attendant que ça aille et qu'on rentre dans la phase de maturation pour que finalement, cela soit applicable de manière définitive. Mobilisation de plus de 4 milliards de dollars grâce à la facture normalisée, vous y croyez, Amédée Marabout, puisque vous aimez bien le chiffre? Oui, j'y crois, parce que, vous savez, moi j'ai toujours aimé... C'est pas trop prétentieux pour le ministère des Finances? Non, c'est pas prétentieux, mais il y a des préalables à faire. Les préalables, c'est notamment disponibiliser les dispositifs électroniques fiscaux à chaque entité, à chaque unité de production, parce que c'est ça la mesure de la TVA. Si chaque opérateur, chaque PME a un dispositif électronique fiscal, là, l'administration fiscale peut contrôler effectivement qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui revient pour l'État et qu'est-ce qui revient pour l'opérateur économique. Ici, il faut aussi souligner, c'est que avec la réforme de la TVA, ce n'est pas seulement ce que l'État va capter, mais c'est aussi, surtout, savoir avec exactitude ce que seront les chiffres d'affaires de toutes les entreprises. Parce que une entreprise... dans la manière de payer l'impôt de l'État. Nous pouvons parvenir à taxer exactement ce que chaque entreprise doit payer à l'État en fonction des données fiables, traçables, numérisées, incontestables par tout le monde. Voilà. Ceci pourra nécessairement amener à ce que
on atteint cet objectif-là des 4 milliards de dollars dont parle le ministère des Finances. C'est un objectif atteignable. Moi, je dirais même plus. C'est que, on peut faire plus que 4 milliards. On peut faire plus. Parce que, pour moi, la digitalisation de tous les services fiscaux, de toute l'administration publique, et même de toutes les régies financières, c'est ça la cible, au fait. La facture normalisée, c'est une étape, mais nous devons aller sur une digitalisation complète de tous les services qui collectent les recettes de l'État. Très bien. Alors, nous allons déjà prendre notre troisième thématique du jour qui nous parle de ce contrôle de prix intérieur avec les ambitions de Daniel Moukoko Samba, lui qui est en avant-plan. Ça sera Eric qui prend la parole. Sans problème. Une énième fois, l'on contrôle. Est-ce un contrôle de plus ou de trop? Moukoko Samba est aussi dans la bonne volonté que de pouvoir aller de l'avant. Mais chez nous, ce qui manque, ce qui casse de la manière d'évoluer, c'est aussi les suivis. Chapelet de bonnes intentions, selon vous? Oui, nous on a quand même fait, bon, pas vraiment chapelet de bonnes intentions, mais énième contrôle sans résultat. Justement, jusque-là, il n'y a pas encore de résultat, parce que moi, je ne voudrais pas m'attarder par rapport au marché que nous avons ici, supermarché à gauche, à la Gombe. Je descends vraiment à la cité et je voudrais même aller, pourquoi pas, à Bouende. Comment est-ce que chez nous, la population arrive à avoir le bien de première nécessité? Est-ce qu'il y a eu une baisse de prix à ce niveau-là? Jusque-là, il n'y a toujours pas encore vraiment le résultat tel qu'attendu par la population. Ça ne va pas. Je crois que le contrôle devra être vraiment rigoureux pour pousser les opérateurs d'un côté à pratiquer le prix qu'il faut par rapport à la manière dont la population devra accéder à X ou Y articles pour que nous puissions avancer. Sinon que de venir tout le temps venir de nous dire qu'il y aura contrôle et que sur le terrain, il n'y a toujours pas de contrôle et que les uns et les autres ne respectent pas, ça ne va pas, on fera du surplace. Le contrôle a commencé, Gardidiana, mais pour quelle efficacité et quel résultat? Bon, on va pas dire. Est-ce nécessaire? On va pas dire que c'est pas nécessaire. C'est essentiel. La veille sur le prix a toujours été essentielle, mais je pense que pour moi, chez nous, le préalable est ailleurs. Parce que quoi qu'il arrive, nous on a consacré la liberté de prix. Le problème, c'est au niveau des circuits du marché. Veiller à ce que la plupart des mesures d'exonération qu'on prend apportent suffisamment les résultats. Je peux aussi dire, lorsqu'on est allé dans la défiscalisation de certains produits, il y a eu de l'incise que je trouvais très pertinente, c'est justement veiller sur le contrôle au niveau du marché en associant l'IGF. Pour moi, c'était essentiel. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de pouvoir aller dans la défiscalisation si vous n'avez aucun mécanisme de contrôle. Ici, il veut aller vérifier le prix. Mais c'est quoi la finalité? Si on va vous dire que non, chaque opérateur est à même de vous dire je suis à ce niveau. Un peu comme la question qu'on a posée les gens de Carrefour avec la vice-ministre, la ministre provinciale, qui est allée poser la question, elle dit oui, mais le problème c'est que mon prix de revient était là. Moi, je m'approvisionne à tel montant, je viens, j'applique le prix comme il se doit. Le problème n'est pas aucun respect de la structure de prix. Non, ce n'est pas question d'aucun respect de la structure de prix. La question, c'est comment on fixe la structure de prix. Je rappelle que nous, ici, dans la législation, on a consacré la liberté de prix. Chaque opérateur a une certaine liberté, mais il y a un plafonnement en termes de taux, des marges. Mais maintenant, la question, c'est que quand on définit le taux de marge, il faut avoir le moyen de contrôler ces circuits d'approvisionnement. Avons-nous la possibilité de le faire? Quand on a un marché complètement externalisé aujourd'hui, c'est une difficulté. La meilleure réponse que le ministre de l'économie pourra apporter, on a toujours dit, la plus grande difficulté, c'est l'absence de l'intervention de l'État congolais dans le marché congolais. L'État congolais ne finance pas suffisamment l'économie, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne pouvait qu'aller sur ces genres d'orientation. La meilleure façon de résoudre ces problèmes, c'est prendre des mesures pour aller vers la productivité interne. Je pense qu'au lieu d'aller faire la ronde, aller tourner inutilement dans les supermarchés et autres, le ministre ferait mieux de pouvoir prendre des mesures courageuses aujourd'hui. C'est dégager un capital productif pour intervenir. Les besoins sont là. Je ne reviens pas sur la notion de chômage des masses, mais on a surtout une jeunesse qui compose le gros de la population. Cette jeunesse-là a aujourd'hui prouvé à suffisance qu'il est très tourné vers l'esprit de créativité. Cette jeunesse-là est très dynamique. C'est d'ailleurs la branche la plus dynamique de la société. Il faut trouver d'autres voies et moyens. Ce n'est pas aller simplement veiller sur la structure de prix, où on vous dira par A plus B comment on s'est approvisionné, comment on calcule le prix de revient. Nous avons quand même vu le prédécesseur. C'est important, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Nous avons vu le prédécesseur de Daniel Moukoko être animé de la même volonté, mais par la suite se mordre le doigt. Pensez-vous que Moukoko Samba, dans sa démarche, il y a un peu plus de sérieux, plus d'engagement pour réussir cette question?
Comme Gardi Diana, moi aussi, je m'interroge sur les résultats attendus d'une telle opération. Pour moi, c'est juste une opération de routine. Et peut-être pour contextualiser, on doit dire aux téléspectateurs que cette énième mission de contrôle des prix, elle a été dictée suite à une rumeur qui est partie des réseaux sociaux où on a posté comme quoi dans un supermarché, on vendait un poulet à plus de 300 000 francs congolais. En réalité, je crois que c'était juste une erreur d'affichage des prix. Donc voilà, c'est parti de cette rumeur. Et d'ailleurs, si vous lisez les communiqués du ministère de l'économie, quelque part, il interpelle la population à ne pas généraliser certains cas isolés. Donc c'est parti de là. Ce n'était même pas un contrôle de routine pour le ministère, mais c'est plutôt influencé par... Ça a été influencé par cette clameur publique. Oui. Mais le plus important, comme Gardi l'a dit, mais le ministre de l'économie, moi j'aimerais bien voir comment, en tant que ministre de l'économie, il veille à ce que nos PME puissent avoir suffisamment de capitaux pour développer leurs activités. Moi j'aimerais voir comment, en tant que ministre de l'économie, ce qu'il fait pour absorber les chômages de masse que nous avons dans notre pays. C'est autant de pistes. C'est vrai, il lui revient aussi de veiller à ce qu'il n'y ait pas de prix excessifs sur le marché, mais on a lancé l'application Talo. Le ministère de l'économie a lancé une application Talo pour d'abord vérifier, contrôler, en tout cas faire les suivis de contrôle de prix. Moi, j'aimerais vraiment qu'il nous donne les premiers résultats de cette application-là. Parce que cette application qui a été composée, et ça je salue par le jeune Congolais, pour faire le suivi des prix collectés et voir voilà, la tendance. Un peu un marché smart voilà. téléphone. J'aimerais voir le premier résultat de cette application. Puisque moi je me dis, vous envoyez des inspecteurs dans les supermarchés. Dans un supermarché, il y a 4000 produits. Vous contrôlez comment les produits des 4000, vous contrôlez comment les prix des 4000 produits dans un supermarché. Il y en a combien à Kinshasa ici? Et ça, ce n'est pas le problème. Allez dans les Libongo ici. Est-ce que vous savez que c'est dans les Libongo où se fixe réellement le prix? Parce qu'une maman qui vient avec du foufou de l'intérieur du pays, il pose ses sacs de foufou dans un Libongo, souvent d'ailleurs illégal, où vous trouvez tous les services là. Le port de la fortune, police, la NER, tous les autres services qui taxent. Et c'est en fonction de toutes ces tracasseries-là que cette maman va fixer maintenant son prix de revient et son prix de vente. Pour garder son capital et ça, reprendre. que fait le ministère de l'économie avec tous les risques qu'il y a au bord du... Voilà. Maïndombe, pour ceux qui viennent d'écrire, Bokoronio, Kimouchi. Alors, votre commentaire avant qu'on prenne notre café. Mais les amis ont raison totalement. Nous sommes l'un des rares pays sur Terre ici qui peut peut-être oser vivre en autarcie. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas produire chez nous? Elles-mêmes, les autorités commencent d'abord par nous donner le goût de pouvoir aller vers la production locale chez nous. On peut faire les légumes, les maïs, les céréales, etc., etc. Ce dont nous avons besoin au quotidien. Qu'on encourage les Congolais à faire autant, parce que même les jeunes, on a évoqué ici les jeunes, on peut les occuper. Aujourd'hui, avec les services nationaux du général Kassongo Kabouik, ça produit des résultats. Pourquoi ne pas multiplier ces types de services partout à travers les territoires nationaux? Et j'ai dit ici tantôt que non, le deuxième paix, là, la paix va nous ramener vers le pain, comme le pain. Quand on a notre pain, on mange à satiété, on pensera au progrès. Aussi longtemps qu'on n'aura pas mangé, je vous dis, on va toujours être à côté de la paix. Très bien. Alors, puisqu'on parle de l'économie, on ne peut ne pas parler de la mobilisation. Et quand on parle mobilisation, il y a quand même une annonce qui nous a tous surpris dans le réseau et même sur les différents médias. L'annonce d'Adolphe Muzito, le vice-premier ministre, ministre du budget, qui commence déjà avec des patates chaudes balancées sur le visage de plus d'une personne. Ça a été perçu comme ça, on doit se le dire. Il prévoit de doubler le budget de l'État. Gardi Diana. C'est comme je dis, les compétences sont d'attribution. Je pense que lui qui... Ça ne lui empêche pas de rêver. Non, vous savez, ça, c'est pas un rêve. Ça, c'est... J'ai envie de dire que c'est une déclaration politique. Pourquoi? Parce que je crois que dans notre système, dans le circuit des finances aujourd'hui, le seul qui peut oser, parce que qui est à la fois dans les marges de la mobilisation et de la dépense, c'est le ministère des Finances.
Lui, en tant que, disons, le comptable général, je ne sais pas quelle est l'orientation, peut-être, disons-le, peut-être. Si dans le trio économie, finance et budget, on décide de mettre en place une politique cohérente et qu'ensemble, il fait partager aux autres Une action tripartite. son expérience, son expertise, et qu'on part sur une gestion orthodoxe, il est peut-être possible qu'on arrive à ces niveaux-là. Si c'est dans ces cadres-là, mais je pense que le déclarer haut et fort, je ne suis pas, à moins qu'Amédée me contredise, les prérogatives du ministre du Budget, je me demande quelle serait la recette. J'ai envie de poser votre question. C'est quoi la baguette magique qui va taper Alors, essayons de comprendre. Doubler les budgets. Essayons de comprendre mieux. Ses compétences sont limitées. Et entre les lignes, d'ailleurs, la déclaration du vice-premier ministre Mouzito. Comment, en tant que ministre du Budget, peut-il doubler le budget de l'État? Tu vas faire le Congo peut-être. En fait, moi, quand j'ai suivi ces déclarations, je me suis dit, waouh, ça c'est... un technocrate qui parle. En fait, c'est tout un programme du gouvernement, en fait. Parce qu'on ne peut pas doubler les budgets de la RDC sans changer fondamentalement même le modèle économique de notre pays. C'est ça. Doubler les budgets implique de redéfinir la politique économique du gouvernement. Et ça dépend. Ça prend en charge tous les ministères du gouvernement, y compris les budgets, le finance, l'économie, le PME, l'industrie. Ça implique tous les gouvernements. Alors, Mouzito, quand il fait cette déclaration, il le sait, c'est que ça implique. Quand je regarde la programmation, les programmes quinquennaux du gouvernement, défendu par la Première ministre en 2024, c'est un programme sur 5 ans où le budget est statique à 18 millions de dollars. C'est pourquoi il est arrivé au chiffre de 92 milliards de dollars sur 5 ans. Mais ici, il y a un ministre qui vient et il dit, moi, je veux doubler. Et il ne se limite pas là. Il dit, je veux juste que le président de la République et la Première ministre me donnent le temps. Ça veut dire qu'il est sérieux. Et donc, en fait, Guichoum, pour doubler les budgets, le mode d'emploi, c'est connu. Il faut d'abord une forte volonté politique. Ça dit que ça doit être porté par tous les gouvernements, en commençant par le président de la République, la Première ministre. Alors, je suis curieux de voir comment la Première ministre va appliquer une politique qui vient d'un ministre. C'est-à-dire qu'elle doit changer sa politique du gouvernement, en fait. Donc, il faut une forte volonté politique. Il faut des réformes audacieuses. Il faut des réformes audacieuses. Il faut embrayer sur le moteur de développement du pays, les secteurs stratégiques qui peuvent créer la croissance, au fait. Donc, il faut tout ça. Et ça, comme je l'ai dit, il faut même remodeler notre économie, redéfinir notre modèle économique. Et ça implique non seulement le gouvernement, ça implique la Banque centrale, ça implique les secteurs privés. En principe, au prochain Conseil des ministres, Mouzito devrait présenter une feuille de route de comment il va doubler le budget. Et ça revient à tout un programme du gouvernement. Merci beaucoup, Amédée Moirabou. Je pense qu'on va prendre... Moi, je pense que entre-temps, la région nous prépare la caricature. Oui, il ne faut pas oublier ici que... On n'est pas balancé maintenant. Il ne faut pas oublier ici que ça fait 13 ans, jour pour jour, que Mouzito est resté un peu dans le banc des touches. Et puis, avant d'aller vers le banc de touches, il a été quand même au sommet, Premier ministre. Il a regardé aussi. Alors, en tant que technocrate, moi je dis, à son niveau-là, Mouzito, bon, j'ai même tendance à pouvoir penser que c'est politique, parce qu'il est resté longtemps, mais seulement ce n'est pas impossible. Et vous n'avez pas tort de dire qu'encore faut-il que ça soit épousé par les autres. Mais là, il est allé un peu de manière active pour le dire, mais bon, on verra comment ça va se dérouler, parce qu'au finish, on va voir ce que sera le résultat. Amédée a suggéré qu'il apporte au prochain Conseil des ministres une feuille de route, on verra comment ça va se dérouler. Mais avec tout ce qu'on nous a toujours abreuvé ici comme discours, que le Congo et tout ça, on peut toujours y arriver, mais on verra ce que ça va donner, parce que Mouzito, bon, là, il a quand même osé. Hein. Très bien, alors on va finir avec la caricature du jour. Il y a tellement de choses à dire à ces sujets. Je sens l'adrénaline qui monte, et surtout Eric qui avait besoin de commenter. On va quand même vous laisser, puisque vous avez demandé la parole, mais pour commenter la caricature, on commence avec... La justice, ce n'est pas seulement la prison. La justice n'est pas seulement la prison. C'est ça, oui. La conversation, on voit c'est un selfie,
et puis on voit un monsieur en veste, cravate, et puis Un magistrat. un prisonnier, je crois, Oui, condamné. Chongo, j'ai une idée. Ouais. Malheureusement, chez nous, dans notre communauté congolaise ici, lorsque l'on active un procès, c'est comme si dans le mental collectif, celui qui a été au devant du prévenu. juge doit absolument Faire être la condamné. prison, ouais. Alors que ce n'est pas forcément le cas, parce qu'il arrive aussi des cas où vous avez été, vous, accusé, mais au moyen de preuves brandies à gauche et à droite, On vous acquitte. Ouais, vous êtes lavé de tout soupçon et puis on vous relâche. Et là, je vois un Koulouna, Non, j'imagine. il ne faut pas insinuer qu'en RDC, dès que vous êtes devant les juges, vous allez dire nécessairement en prison. Non, il y en a qui sont relaxés. Généralement, C'est ça l'attente. C'est C'est l'attente de droite, ce- c'est l'impression que l'on a. Ouais. Il arrive des gens qui sont lavés, ça arrive. Mais en tout cas, parmi les grands là. Nous en même connaissons lorsqu'ils plusieurs. Même Ouais. lorsqu'ils sont condamnés par ailleurs, quelques mois après, c'est une sortie provisoire et puis après, qui s'éternise. Très bien, et puis Amédée, voilà. votre commentaire rapidement, parce qu'on a Bon, dépassé la le temps. justice, ce n'est pas seulement la prison, mais la justice, c'est aussi la prison. En tout cas, les délinquants, la place des délinquants, c'est à la en prison. Et la prison, c'est peut-être ça le problème dans notre pays. La prison ne joue pas son rôle intrinsèque, qui est celui, par exemple, de de corriger, rééduquer. de rééduquer. Oui. On peut entrer en prison sans connaître aucun métier. On en sort mécanicien, menuisier, etc. Alors, Gadi Diana, y a-t-il une corrélation à faire entre cette caricature et les dossiers Constant Moutamba? Non, du coup, parce que... Parce qu'on dit, sa tête est attendue en prison, on doit le Non, dire, pas beaucoup forcément. ne jurent que par ça. Je crois que la compréhension que j'ai de la caricature, c'est aussi, en fait, quelqu'un a dit, si le sens objectif du droit, c'est la sanction, le sens logique, c'est la réparation. Mais au-delà de ça, c'est que dans la réparation, il y a un process. Je pense qu'ici, l'idée de la caricature, c'est que c'est vrai, on peut aller en prison, mais il ne faut pas qu'on brise avec le rapport humain. Ce qui expliquerait la posture d'un magistrat avec un détenu qui, visiblement, il a déjà la tenue de la prison, mais qui font un selfie. Ça voudrait dire que je n'ai fait que faire appliquer le droit, mais ça ne veut pas dire qu'on est devenu ennemi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animosité. Qu'est-ce qui dit que c'est un magistrat? Il y a pas, si, la tête, c'est quelqu'un que je connais. Allez, Je me suis juste interdit de citer son nom. d'accord. Ah oui, mais moi, j'ai Ok. contacté Donc, un c'est juste, ouais. j'ai fait appliquer le droit, c'est juste les règles de la société, mais cela ne veut pas dire qu'on devient ennemi, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'inimitié. Voilà, vous avez compris, nous sommes Si à la vous fin de redevenez cette un bon émission. citoyen, on Merci reste beaucoup de votre disponibilité. Merci Gardi, merci Merci. Eric, les amis, merci Amédée Marabou. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc votre émission Kiosque. Et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.